Bonjour à vous, on se retrouve pour le deuxième épisode pour apprendre le pentest en particulier sur Hackthebox et on va commencer la deuxième machine qui s'appelle Phone. Alors pour les plus, donc on va faire à peu près comme la dernière fois, c'est-à-dire que c'est toujours avec des questions, on va spawn les machines, je vais vous réexpliquer deux trois concepts qu'on a vus avant pour bien que vous vous en imprégniez, que ça rentre dans le cerveau de tout le monde. Mais c'est surtout que pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout la dernière fois, il y a peut-être quelque chose qui vous a choqué, ou plutôt que quelque chose que j'ai oublié de faire qui aurait dû vous choquer. C'est que pendant toute la vidéo, je vous ai parlé de prendre des notes, d'avoir un Obsidian ou n'importe quel traitement de texte à côté, mais à la fin de la vidéo, on se rend compte que finalement, mon Obsidian il est toujours vide. J'avais noté qu'une seule ligne. Pourquoi? Parce que en faisant la vidéo, j'ai totalement oublié de prendre des notes de mon côté, parce que j'étais focus, j'étais vraiment focalisé sur le fait de vous expliquer la méthodologie, et j'ai totalement oublié de prendre des notes à côté. Du coup, j'ai remédié à ça, et après la vidéo, je me suis rendu sur mon Obsidian, j'ai refait la box, comme si je la faisais la première fois, en prenant des captures et en expliquant ce que je faisais. Donc voilà, finalement, à quoi pourrait ressembler un write-up. Donc on se rappelle toujours de l'architecture qu'on avait créée, donc dans les box, starting point, le nom de la box, j'avais mis image qui est un dossier et j'en avais créé un qui s'appelle write-up pour la box. Alors vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'ai mis comme ça parce que c'est l'arborescence que j'utilise d'habitude, mais c'est en fonction des préférences de chacun. Donc ici on avait noté que ça, que l'adresse IP de la machine au début. Donc en fait, un write-up c'est une sorte de petit tuto. Alors soit vous pouvez l'écrire, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je me répète, soit vous pouvez l'écrire en français ou en anglais, comme bon vous semble. Et c'est une marche à suivre pour réaliser la box. Alors, il y a une petite différence normalement entre write-up et walkthrough. Les write-up, c'est... Alors pour moi, en tout cas pour ma part, le terme write-up, c'est vraiment comment faire pour réussir une box, mais avec toute la réflexion que vous avez eue derrière. C'est un peu comme les vidéos que je fais. Les write-up, c'est ok, pour réussir cette box, tu dois faire ça, 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 mais entre-temps, j'ai testé ça qui n'a pas réussi. Pourquoi ça n'a pas réussi? Parce que j'avais oublié telle ou telle chose. Du coup, je me suis redirigé vers telle technique qui, elle, a fonctionné. J'ai pu apprendre ça, voilà. Les write-up, pour moi, c'est vraiment quelque chose de détaillé qui donne une méthodologie pour réussir la box, alors que ce qu'on appelle les walkthroughs, c'est vraiment comment aller de A à Z pour réussir la box. C'est ok, tu fais ça, ensuite tu fais ça, et t'as fini la box. Pour moi, c'est beaucoup moins détaillé et ça donne vraiment que la solution telle qu'elle est. Après, je me trompe peut-être au niveau des termes, mais moi, je perçois ça comme ça. Donc ici, en fait, le write-up que j'ai fait, c'est les différentes étapes pour réussir. Donc là, par exemple, on voit que au début, ok, je teste la connexion à la machine pour vérifier qu'elle est bien accessible avec un ping, comme on l'avait fait. Ensuite, je tente de détecter les ports ouverts en utilisant un map. Donc c'est du scan de port. On voit qu'il y a le telnet qui est ouvert, enfin le port 23, qui est en fait telnet. Du coup, en fait, qu'est-ce que c'est telnet? J'ai mis un lien directement vers Wikipédia. On peut cliquer dessus pour se rendre dessus pour avoir plus d'informations. Ensuite, on tente une première fois de se connecter avec telnet, mais il n'y a rien qui se passe. Et en fait, le problème, c'est que en fait, on tente de se reconnecter, mais cette fois-ci en attendant un peu plus longtemps. Et là, on voit que il y a quelque chose qui apparaît. Donc ça veut dire que la première fois, on n'avait pas attendu assez longtemps. Donc là, une fois qu'on est là, on tente plusieurs noms d'utilisateurs, mais il n'y a aucun qui fonctionne. Et donc on se demande un peu pourquoi ça fonctionne pas. Et après une recherche sur Google, on se rend compte qu'en fait, ce Linux, c'est un compte administrateur qui s'appelle root et qui est absolument tout le temps disponible sur les machines. Donc on peut tenter de se connecter avec lui. Effectivement, on arrive à se connecter sans avoir besoin de mot de passe. Et du coup, on a bien réussi à se connecter en tant que root et on a accès à la totalité de la machine avec tous les droits administrateurs et ce genre de choses. Donc, on va pouvoir récupérer le flag, qui est la preuve de compromission de la machine, qui se situe très souvent dans root flag.txt et je mets le contenu du flag. Donc là, ça va me servir pour moi si jamais je fais une autre box et que je retombe par exemple sur du telnet et je suis en mode, ok, donc Telnet, je sais ce que c'est, ok, je me rappelle que c'est le port 23, par contre, je sais plus comment je fais pour me connecter. Hop, je retourne sur le write-up, je regarde ici, Telnet, ok, donc pour se connecter, Telnet, faut utiliser l'outil qui s'appelle Telnet, comme le protocole, avec derrière l'adresse IP de la machine sur laquelle je veux me connecter. Ok, donc comment ça se passe? Normalement, je dois avoir à peu près ces infos-là qui apparaissent, et ensuite, je tente telle ou telle chose. Donc c'est vraiment pour avoir une trace écrite, savoir à peu près ce que vous aviez fait, la méthodologie que vous avez utilisée, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc je me répète, mais il faut que ça rentre, c'est important. Aujourd'hui, on va passer sur la deuxième machine. Deuxième machine qui s'appelle Phone, qui veut dire fan peut-être.
Je suis nul en anglais. Ok. Donc, comme avant, là, ils nous disent, donc pour attaquer la machine, évidemment, il faut qu'on soit sur le même réseau que la machine à attaquer. La dernière fois, si vous vous rappelez, on avait utilisé un VPN, donc un fichier VPN pour se connecter sur le réseau d'Hack2Box en utilisant un outil qui s'appelait OpenVPN. Là, encore une fois, si vous regardez ici, hop, ici, tout en haut, j'ai fait un sudo pour lancer en tant que root, sinon on n'a pas les droits de se connecter dessus. OpenVPN, avec l'endroit où se situait l'OpenVPN pour se connecter au réseau Starting Point. Starting Point, c'est les machines faciles qu'on est en train de faire, voilà, pour pouvoir se connecter dessus et y avoir accès. Donc là, pas finance le truc, à la fin, initialization sequence completed, donc on est accès, on est connecté. Et là, on peut vérifier également ici, on peut voir que Starting Point, c'est en vert, je suis connecté sur le réseau. Maintenant que c'est fait, on va lancer la machine. Encore une fois, si ça prend trop de temps, là il est en train de créer l'instance, si ça prend trop de temps, on se retrouve une fois que c'est terminé. Et on se retrouve, bon, comme vous voyez la date, on est un jour après. Pourquoi? Parce que Hackthebox a décidé de ne pas vouloir fonctionner le jour où j'ai voulu tourner la vidéo. En fait, ça tournait dans le vide. Du coup, bah, j'ai dû attendre qu'il fixe le problème pour pouvoir lancer. Mais là, on est bon. Du coup, on a l'adresse IP. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, si on se rappelle pas, on retourne sur le write-up qu'on avait fait. Alors, avant, parce que là, j'allais partir directement dans la pratique, mais on va quand même suivre les tâches qu'il nous demandent. Donc là, ici, il nous demande, première question, qu'est-ce que les trois lettres de l'acronyme FTP signifient? Donc, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va taper FTP, juste sur Google. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit FTP, donc ça veut dire File Transfer Protocol. C'est un protocole réseau qui permet de transmettre des fichiers entre des ordinateurs. Ok? Donc là, on sait que FTP, c'est File Transfer Protocol. Encore une fois, si on n'est pas sûr de nos réponses, on peut toujours cliquer sur int pour avoir une aide. Et Hackthebox, pour les starting points, ils mettent à disposition le walkthrough en format PDF pour avoir des informations par rapport à ça. Donc là, en l'occurrence, ils nous disent File Transfer Protocol entre parenthèses FTP, donc on l'a. On va voir aussi plus tard que dans cette box, on va faire des choses qui ne sont pas forcément demandées, mais c'est toujours bon, vous allez voir, de prendre l'habitude de pousser la chose le plus loin, enfin pas forcément le plus loin possible, mais un peu plus loin que nécessaire pour essayer de comprendre ce qu'on fait et comment ça fonctionne. Toujours être le plus curieux possible. Deuxième question, sur quel port le service FTP a l'habitude d'écouter? Donc, si on cherche FTP port sur Google, simplement, on voit que les ports standards de FTP sont sur le port 20 et 21. Ok, donc ça c'est pas ultra commun parce que d'habitude on se dit ok un port c'est enfin c'est sur un service c'est sur un seul port, mais si on regarde par exemple sur Wikipédia ils peuvent nous expliquer le fonctionnement. Normalement il y aura des schémas ce genre de choses, voilà, le fonctionnement euh, du protocole FTP. Et en fait on peut voir que le serveur initialise, enfin initie la connexion au client depuis son port 20. Ok? Donc apparemment, le port 20 c'est pour la data et le port 21 c'est pour envoyer des commandes. Il me semble que c'est ça. Voilà, on voit là. Port 21, passe V, on lui envoie un type de commande. Et après, il répond sur le port 20. Je crois que c'est ça, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Bon, on peut chercher, voilà. Là, vous voyez, par exemple, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a le port 20 et le port 21. Il y en a un où il envoie des commandes, l'autre, il envoie de la donnée. Mais comme je ne sais plus, qu'est-ce que je fais? Bah, je cherche sur Internet, FTP, différence, between port 20 and 21. Alors, par exemple, what is the port? Bon, on s'en fout, mais on peut se rendre sur ce site-là qui va nous expliquer un petit peu. Donc là, c'est l'exemple concret de ok, vous savez pas quelque chose. Là, en l'occurrence, je me souvenais plus. Enfin, je l'avais appris, mais là, en l'occurrence, je me souvenais plus de quel port était lequel et lequel servait à quoi. Du coup, recherche classique sur Google, on tape la question qu'on se pose. Quelle est la différence entre le port 20 et le port 21 au niveau de FTP? On cherche sur le site. What is the port number? Alors là, ici, est-ce qu'on peut trouver... Voilà.
Donc là, il y a des exemples de ports qu'on utilise souvent. Donc ces deux ports-là, de 20 et 21, sont utilisés pour le FTP, donc le transfert protocole, ok. FTP utilise deux TCP connexions pour la communication. Le port 21, il est utilisé pour l'information de contrôle, enfin pour passer des informations de contrôle, donc envoyer des commandes, alors que le port 20, il est utilisé pour envoyer de la donnée. Voilà. Donc en fait, maintenant on est au courant que il utilise deux ports, le 20 et le 21, et on sait les deux à quoi ils servent. Alors est-ce que dans le write-up qu'ils mettent, ils nous expliquent ça? Voilà, là c'est bien expliqué encore. On voit que ça fonctionne, donc le protocole FTP fonctionne ce type, enfin sous architecture client-serveur. Le client va se connecter à un serveur en écoute et ils vont transférer des données. Alors, est-ce que c'est précisé? Est-ce qu'il parle de port 20 là-dedans? Et de port 21? Port 21, data transfert. Ouais, donc là il parle de la différence avec la connexion sécurisée ou pas. Attends, si je cherche le 20 dedans, on a un seul match et c'est le 200 et ça correspond pas à ça. Donc ok. Donc là en l'occurrence ici, si on suivait le write-up, on n'aurait pas su que FTP utilisait deux ports. Voilà. Bon, en soi c'est qu'une petite anecdote, mais c'est quelque chose qui est quand même assez important de savoir. Connaître le bon fonctionnement pour qu'après, par exemple, ce qu'on fera, quand on regardera les trames qui passeront entre les différents services, peut-être qu'on aura des informations supplémentaires à aller chercher. Donc là, ici, donc là, ils nous disent, par exemple, faut googler quelque chose comme FTP default port, donc port par défaut de FTP, pour trouver la réponse. Donc nous, on a vu que c'était le 21. On submit, ok, on a la bonne réponse. Ensuite, euh, quel acronyme est utilisé pour spécifier la version sécurisée de FTP? Donc, encore une fois, Google, FTP, Secure Version. Là, on voit que donc, ça parle de FTPS. Donc, en fait, c'est du FTP qui utilise du SSL TLS, ou bien il y a SFTP qui se base sur SSH. Donc là, ici, on voit que ça termine par un P. Donc, bah, c'est SFTP. Donc, c'est la version FTP, mais qui utilise SSH pour le transfert de fichiers. SSH qui est un protocole sécurisé. Donc, SFTP, encore une fois, si on n'était pas sûr, on fait int. Voilà, là ils nous disent la différence entre la version normale de FTP et la version sécurisée, c'est que en fait, la version sécurisée utilise le protocole SSH. Ils nous disent que SSH, ça signifie Secure Shell. Et du coup, en suivant cette logique, notre nouveau protocole serait Secure FTP. Et du coup, quel acronyme pourrait être? Donc, Secure FTP, SFTP. On submit et on avait la bonne réponse. Là également, si on regarde, il devrait nous parler de SFTP. Et qu'est-ce que... Voilà, donc ici, voilà, SSH Tunneling, SFTP. Quelle est la différence entre la version non chiffrée de FTP et la version sécurisée avec du chiffrement? Et bien, comme il l'indique ici, en fait, quand les données ne sont pas chiffrées, on peut intercepter les paquets et effectuer une attaque qui s'appelle Man in the Middle. Donc, MITM, Man in the Middle. Donc en français l'homme du milieu. Et qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous êtes sur le même réseau que la victime, on va utiliser un outil. Donc il en existe plusieurs, mais par exemple Wireshark qui permet d'intercepter et de visualiser les trames réseau qui passent en clair ou pas sur le réseau. Et si on utilise FTP pour transférer des données, en fait un attaquant qui est sur le même réseau que vous va pouvoir voir les données que vous transférez. Et si elles sont envoyées en clair, donc par exemple, si vous vous connectez au serveur FTP et que vous utilisez un mot de passe Toto avec, enfin, un user Toto avec un mot de passe Toto, eh ben, l'attaquant qui en écoute sur le réseau, s'il voit passer la trame, il va pouvoir la lire en clair. Il va pouvoir intercepter votre mot de passe. Il va voir que vous vous connectez avec Toto et mot de passe Toto. Du coup, lui, après, il pourra avoir accès à ça. Alors que si vous utilisez, bon là, je fais, comment ça s'appelle? Je rends la chose, je vulgarise beaucoup, je rends la chose assez facile à comprendre, c'est un peu plus complexe que ça, mais vous avez l'idée de la chose. Alors que si on utilise la version chiffrée, qui utilise du chiffrement, on ne va pas pouvoir, l'attaquant qui est sur le réseau, qui fait du man in the middle, il va voir passer quelque chose, mais il va pas pouvoir intercepter, il va pas pouvoir lire, il va voir des choses qui passent, mais ça va être illisible pour lui, ça va être des caractères spéciaux, des choses qu'il va pas comprendre, et il va pas pouvoir récupérer le mot de passe pour se connecter au serveur.
Donc là, c'est vraiment la différence entre la version chiffrée et la version non chiffrée. On va voir après, en cas concret, une attaque de type Man in the Middle. Je vais vous montrer avec Wireshark, on va l'utiliser. Et on va voir à quoi ça correspond, comment fait un attaquant pour récupérer ce genre d'informations. Ici, la quatrième tâche, c'est quelle est la commande qu'on utilise pour faire une requête ICMP Echo pour tester la connexion avec la cible. Si vous vous souvenez l'épisode précédent, donc le premier épisode de la série, sur la machine c'était Miao, ou Miaou en français. La première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester si la cible est accessible. Donc on se rappelle qu'on avait lancé notre VPN, donc normalement on est sur le même réseau. On a son adresse IP, et là, quelle est la commande à taper? Si vous vous souvenez, c'est la commande ping. Si on ne se rappelle pas, évidemment, on retourne là, sur notre write-up qu'on avait fait, la méthodologie qu'on avait, et bon, la première étape, c'est on teste la connexion pour vérifier qu'elle est bien accessible, ping, avec l'adresse IP de la machine. Ok. Donc là, on a récupéré l'adresse IP de la machine, on fait ping. Alors attention, l'adresse IP n'est pas la même que pour la première machine. Il faut faire attention, il faut regarder en fonction de notre cible qui est générée ici. Donc également, la vôtre, ce ne sera pas la même que la mienne. C'est propre à chacun. Donc ici, on a le ping. On va lancer, on exécute. Là, on voit qu'on a bien des retours. On a 64 octets de retour. On peut annuler avec un CTRL-C et bon, on est axé. Donc ça, c'est bon, première étape. On se rappelle, hop, ici, on avait utilisé la commande ping. Encore une fois, si on ne se souvient pas, le petit int. C'est un protocole simple qu'on a déjà vu avant. Oh, attends, c'est aussi c'est aussi une onomatopée. Ping. Ah oui, c'est vrai, ping, ça peut être une onomatopée. Bon. Ok, c'était bon, parfait. Là, ensuite, ils nous disent, par rapport à nos scans, quelle est la version de FTP qui tourne sur la cible? Alors, là, il nous donne une information. Apparemment, il faut qu'on fasse un scan. Ok. Pour faire un scan, on se souvient, on retourne sur notre write-up, on doit détecter les ports ouverts, faire un scan de ports. Pour ça, on va utiliser l'outil Nmap et on va l'utiliser de manière très classique, la plus simple possible. On va juste l'appeler avec derrière l'adresse IP de la machine. Donc, Nmap, l'adresse IP de la machine. Je ne sais pas si ça va prendre du temps, mais si c'est le cas, on se retrouve une fois que c'est terminé. Bon, là en l'occurrence, il a trouvé la chose directement, sauf qu'il a considéré que l'hôte était down. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant il laisse passer les pings. Voilà, donc là, typiquement, là ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas, donc je vais vous montrer très concrètement. En vrai, c'est bien qu'il y ait des petits problèmes comme ça, des petits soucis, comme quoi ça ne fonctionne pas. Comme ça, on va pouvoir voir, bah, débugger et voir pourquoi ça ne fonctionne pas alors que ça devrait. Ah, là je refais un ping et je vois que ça passe pas. Alors, je crois que c'est pas du tout lié à ça, c'est que moi j'ai des problèmes de connexion de mon côté. C'est pas forcément lié à Hackthebox ou quoi, c'est juste ma Livebox qui des fois se déconnecte pendant 30 secondes. Donc, je vais attendre que la connexion revienne et on se retrouve juste après. Ok, heureux, donc pour X raisons, je ne sais pas pourquoi, mon VPN s'était déconnecté, donc forcément, bah, j'avais plus accès au réseau. Là, on va recommencer et normalement, on ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là. Donc, c'est pas vraiment un problème technique, voilà, c'est juste que ça s'était déconnecté, je sais pas pourquoi. Donc là, ok, il nous demande ici la version du FTP qui tourne sur la machine. Problème, nous, quand on lance notre Nmap simple dessus, on a bien le port 21 qui est lancé, enfin, on voit que le port 21 est ouvert, qui correspond au FTP, mais on n'a pas le numéro de la version. Donc nous, on voudrait l'avoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher sur Internet avec Nmap, get service version, pour voir la version du service. Et là, on peut voir, donc on est sur la documentation officielle de Nmap, Service and Version Detection, ok? On va dessus. Donc là, ils nous parlent, blablabla, bla, ils nous racontent leur vie. Et ensuite, on a des paramètres, différents paramètres à utiliser pour tester la version. Donc là, on voit que petit s grand V, c'est version détection. Donc ça active la détection de version, donc comme indiqué en haut. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à lire, c'est assez important quand même, de comprendre comment ça fonctionne. Et ils nous disent que, alternativement, on peut utiliser l'option A, qui en fait englobe beaucoup plus d'options que ça. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, donc on va utiliser uniquement le "-sv". Donc, on va relancer notre commande. Nmap, on va rajouter le petit "s grand V, avec derrière, bon, il est toujours l'IP à scanner. On relance.
Normalement, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Et on peut voir que maintenant, on a la version. OK. Donc, on sait que on a toujours le port 21 d'ouvert. Donc, il est ouvert. C'est du FTP. Et maintenant, on a la version de FTP. Donc, on voit que c'est du VSFTPD 3.0.3. On récupère cette information-là. À quoi va nous servir le numéro de la version? Potentiellement, peut-être que cette version de FTP est vulnérable et peut-être qu'il y a un exploit public qu'on va pouvoir utiliser pour attaquer cette version de FTP. Donc là, ils nous demandent la version. Si on ne sait pas comment faire, là ils nous disent de souvenez-vous d'utiliser voilà, le flag, donc le paramètre petit s grand v dans Nmap pour trouver la solution à ça. Donc nous on l'a trouvé sans le int, juste avec une recherche simple sur Google, on se souvient, Nmap get service version. Alors vous pouvez également, mince, okay. Vous pouvez également le faire en français, ça n'a pas d'importance, mais en anglais, comme je vous l'ai indiqué, vous allez avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de résultats. On balance ça. Ok, on est prêt. Normalement, on a la bonne réponse. Ok, parfait. Ensuite, par rapport à nos scans, quel type d'OS est en train de tourner sur la cible? Si on regarde notre Nmap, service info OS, c'est de type Unix. Donc là, on a directement l'information. On voit que ici, si on avait utilisé la commande nmap de base, on n'avait pas cette information-là. Ici, en utilisant le SV, on a service info OS Unix. En gros, là, il arrive à détecter que, avec cette version-là qui tourne, c'est un système de type Unix. Si on voulait être beaucoup plus précis, il y a une option également sur Nmap qui existe. Donc Nmap, si on fait get OS version, donc là on veut la version du système, on a également la documentation Nmap qui nous permet de détecter le type d'OS. Donc si on va dessus, on va également avoir différentes options qu'on va pouvoir utiliser pour répondre à notre besoin. Ici, on voit le grand O, ça active la détection de l'OS. Là, encore une fois, comme discuté au-dessus, donc là, ils expliquent un peu comment c'est fait en sorte, comment ils font, eux, pour pouvoir réussir à détecter l'OS. Et ils nous disent encore que, alternativement, on peut utiliser l'option "-A". Donc là, ça fait déjà 2 fois qu'ils nous parlent de "-A". Donc ça veut dire que le "-O" et le "-SV", si on fait un "-A", le "-O" et "-SV", ils sont utilisés dedans. Ok. Donc ça pourra nous servir également pour plus tard. On garde ça dans un coin de notre tête. Et maintenant, si on refait la même commande, mais en rajoutant de nouveau le "-O", "-O", je relance la commande. Donc ça peut durer légèrement plus longtemps parce qu'il y a des checks en plus qui sont faits. Mais ça va nous donner un résultat. Alors, c'est plus ou moins probable, c'est plus ou moins précis ce qu'il nous raconte, mais on sait déjà si c'est du Linux ou du Windows, il arrive à déterminer ça la plupart du temps. Après, la version de Linux, on ne sait pas forcément si c'est de l'Ubuntu, c'est du Debian ou autre. Donc là, il nous sort également, voilà, donc là, ce qu'ils nous disent, c'est que il n'y a pas de match précis au niveau du hôte. Donc il ne sait pas vraiment ce que c'est au niveau de l'OS. Ici, on a des informations supplémentaires qui nous ressortent. Donc là, c'est plus pour du debug, si on veut regarder par nous-mêmes, mais nous, on ne comprend pas grand-chose, ça ne nous intéresse pas. Et on a toujours le service info Unix. Bon, on n'a pas plus, là en l'occurrence, on n'a pas plus d'informations que ce qu'on avait avant. Donc le "-O", il a servi à rien. Mais parfois, c'est utile pour avoir plus d'informations sur le système. Donc ici, nous, on sait que c'est de l'Unix. On va mettre ça. Si on regarde le int, ils nous disent que, là, encore une fois, si on utilisait le "-SV, on avait cette information-là. On pourrait aussi regarder au niveau de write-up ce qu'ils nous disent. Normalement, ils nous donnent la solution. Énumération. Donc là, on lance le ping pour vérifier, c'est ce qu'on a fait avant. Ah, encore une fois, là, j'allais oublier de le faire. Si on retourne ici, là, j'ai oublié de créer ce qu'il me fallait. Donc là, c'est... c'est quoi le nom de la machine? Alors attendez, phone. Non, c'est phone. Ouais, c'est l'inverse. Rename, phone. Donc là, hop, on crée un répertoire qu'on va appeler image. On va créer dedans write-up, donc qui a la même structure que ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre la même chose qu'ici. Donc on peut faire un copier-coller, mais attention au copier-coller et quand même modifier les bonnes valeurs. Ici, phone, on se rappelle que l'adresse IP, c'est celle-là. Donc on va modifier ici pour mettre notre adresse IP. Et bon, on pourrait faire des copier-coller au niveau du texte. Là, on sait que le texte, on va mettre le même.
On peut même faire un gros copier-coller de ça. Bon, on va faire plus simple. On va faire d'abord ça. Hop. On va la mettre ici. Donc on teste d'abord la connexion pour vérifier qu'elle est bien accessible. Ce qu'on fait, ok. On retourne ici. On peut prendre la capture qu'on avait faite avant. Moi, hop, j'ai une capture de ceci. Je sais pas si vous avez vu la capture, mais voilà. On teste. Voilà. Donc là, quand on colle, l'image, elle est dégueulasse, elle est rename, enfin, elle a un nom spécifique, on va dire générique. Donc c'est ce qu'on fait, on fait un clic droit, rename. Je vais lui donner un nom tout au début, phone, parce que ça correspond à la machine phone. Et par exemple, phone, ping, commande. Voilà, je lui donne un nom comme ça. Donc là, on peut voir qu'elle est dans l'arborescence de base, mais après, tout à la fin, je la ferai glisser dans image, comme c'est ici, pour qu'elles soient toutes au même endroit et que ça fasse pas moche, que ce soit lié à une box spécifique. On teste machin, on lance ensuite un scan de port avec une map pour identifier les ports ouverts. Hop, voilà. Là, on retourne sur notre machine, on refait le scan classique, donc petite capture. Hop, voilà, je lance. Phone, donc rename, phone, nmap, basic commande. Voilà, hop, petite erreur de frappe. Donc là, vous voyez, là c'est la partie un peu chiante, mais vous voyez comment je fais moi personnellement pour structurer les notes, pour prendre des informations. Et en fait, là, vous vous dites, ok, c'est un peu de la perte de temps. Moi, j'ai envie d'hacker la machine, j'ai envie de répondre aux questions, j'ai envie de faire les trucs. Mais si vous faites d'abord la machine, dites-vous que après vous devrez refaire les mêmes commandes pour faire votre write-up. Donc autant le faire directement, ça prend un peu plus de temps, mais au moins on le fait au fur et à mesure et on n'est pas tenté à la fin de juste se dire ok j'ai fait la machine, bon la flemme de faire les notes, je reviendrai plus tard et finalement jamais les faire. Là on le fait pas à pas et du coup bon ça prend un peu plus de temps, mais au moins à la fin on a quelque chose de propre, on a quelque chose qu'on peut relire plus tard, qu'on peut récupérer et c'est assez important de ce niveau-là, à ce niveau-là plutôt. Là également, on a commencé à faire les tests, mais on se souvient qu'on avait des questions avant qui parlaient de FTP. Donc encore une fois, ici c'est notre Volt au niveau d'Obsidian qui parle des box HTB qu'on fait, mais je vous invite à avoir le vôtre également dans lequel vous allez noter toutes les informations que vous accumulez au fur et à mesure du temps. Donc dans ce cas-là, vous aurez un autre fichier dans lequel vous pourrez par exemple créer une nouvelle page que vous appellerez FTP, dans laquelle vous noterez des informations sur FTP. Donc notamment qu'est-ce que ça signifie, sur quel port écoute FTP, donc port 20, port 21, à quoi signifie le port 20, enfin à quoi sert le port 20, à quoi sert le port 21, mettre des schémas que vous trouverez sur internet, par exemple sur Wikipédia. Donc on voit que ça s'utilise sous la forme de client-serveur. Donc le client il se connecte sur le serveur sur le port 21, il va lui envoyer des commandes. Ensuite le port 20 à partir de comment s'appelle du serveur va renvoyer sur la machine les résultats de la commande, voilà, ce genre de choses. Donc je vous invite également à prendre des notes de votre côté sur tout ce que vous apprenez, tout ce que vous accumulez, pour pas que ce soit perdu et pour pas que dans quelques semaines, quelques mois, quand vous voudrez retourner sur du FTP, bah vous deviez reprendre depuis le début. Ce serait un petit peu chiant, alors que là, vous aurez toutes les informations en main. Donc, ici nous parlait d'ICMP, donc on a fait Nmap, voilà. Sauf qu'on peut dire, sauf que le problème ici, c'est qu'on n'a pas les informations concernant la version du service qui tourne. Pour trouver, ou alors pour obtenir cette information, on doit utiliser l'option c'est -sv de Nmap. Et on peut mettre par exemple ici, entre parenthèses, Nmap service version detection. Là, on va rechercher, hop, on va rechercher ici la documentation officielle. On va copier le lien de la documentation officielle et on va se rendre ici, on va nous le mettre. Ok. Donc là, ça veut dire que maintenant, ok, donc on a l'information de base qui est le -sv, mais si je veux plus d'informations, j'ai juste à cliquer là et ça va me retourner vers la documentation officielle qui va nous permettre d'avoir plus d'informations. Donc maintenant qu'on a ça, on retourne
sur ceci. Donc là, on va faire une petite capture d'écran. Petite capture d'écran de ça. Bon, là, les captures d'écran sont un peu moches, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, phone, nmap version detection. Là, on a ça. Non, ok. On connaît maintenant le numéro, enfin la version du serveur FTP qui tourne sur la machine. Et on peut remettre VSFTPD 3.0.3. Des fois, j'aime bien les informations qui sont sur les captures d'écran. J'aime bien les réécrire à la main parce que là, ici, bon, c'est pas très long. Mais si jamais, par exemple, vous avez un mot de passe qui est assez complexe et que vous prenez une capture d'écran, si il vous faut retaper le mot de passe après à la main, là, bah, sur la capture d'écran, on ne peut pas faire de copier-coller. Alors que si vous le réécrivez à côté, vous pouvez toujours le sélectionner, faire un copier-coller. Donc là, pour ça, pour cette information, c'est pas très pertinent. Mais si vous avez un mot de passe ou une longue chaîne de caractères, je trouve ça toujours bien de l'écrire à côté, comme ça vous pouvez faire un copier-coller. Ou alors vous faites un copier-coller depuis votre terminal, mais c'est toujours, je trouve ça toujours cool d'avoir l'information à portée de main. Donc là, on a noté notre "-sv". On pourrait aussi rajouter l'information "-O". Bon, là, je ne vais pas la mettre parce que ça ne nous a pas donné d'information, mais c'est toujours bien quand même de le noter pour savoir que l'option existe, pour pas l'oublier. Donc ça, on était bon. Voilà, où est-ce qu'on était? Donc, quel est le type de système? Bon, là, en l'occurrence, on avait trouvé que c'était Unix, assez simple. Tâche numéro 7, on voit qu'on a encore plein d'autres tâches. Tâche numéro 7, quelle est la commande qu'on a besoin d'utiliser, donc de lancer, pour afficher le menu d'aide du client FTP? Donc ici, c'est quelque chose en 3 lettres, "-h". On l'avait vu dans l'épisode précédent, pour avoir des informations sur une commande, enfin, sur un outil en particulier, on met le numéro de l'outil, le nom de l'outil et on fait un "-h". Par exemple, si on veut avoir des informations sur nmap, on fait nmap-h. "-h qui veut dire help. Et alors, très souvent, ça existe. Des fois, il se peut que l'aide n'existe pas. Mais là, ici, on voit nmap-h. Ça va nous afficher l'aide et du coup, les différentes options disponibles. Il y a également la commande man en manuel. Si on fait man nmap, on va avoir le manuel de nmap qui va nous donner beaucoup plus d'informations avec une description. Et là, c'est l'option, enfin la totalité des commandes qui sont utilisables. On peut voir qu'il y a beaucoup plus d'étapes et que le "-h nous donne que certaines, comment ça s'appelle, certaines options, pas toutes, et que à la fin il y a quelques exemples, mais c'est assez raccourci, il n'y a pas toutes les informations. Alors que dans le manuel, c'est quelque chose de vraiment complet. Donc ici, si on ne sait pas ce que c'est que le client FTP, si on recherche sur Google, par exemple Linux FTP Client Connection, qu'est-ce qu'on a? Là, ils nous disent comment utiliser la commande FTP sous Linux. Ok, ça peut être intéressant. Donc déjà, on sait qu'il y a une commande FTP. Si on cherche sur Linux et qu'on tape FTP-H, ça nous confirme qu'on a bien une commande FTP. Et là, on a affiché l'aide. On pourrait également faire le man, donc le manuel de FTP. Si on le lance, qu'est-ce qu'on a? On nous dit que FTP, donc c'est Internet File Transfer Program. Donc là, en fait, c'est pas le protocole FTP, c'est le client FTP. C'est ce qui va nous être utile pour nous connecter à un serveur. Donc là, ils nous disent que en fait, donc FTP, donc la commande qu'on utilise là, c'est l'interface utilisateur pour se connecter au protocole, enfin pour utiliser le protocole FTP. Donc ce programme va nous permettre à un utilisateur de transférer des fichiers vers un site distant ou vers un serveur distant. Et là également, on a plein d'options avec des commandes qu'on peut taper, ce genre de choses, avec des exemples. Ici, ce qu'il nous demandait, c'était, là on peut continuer dessus. Alors FTP, là ils nous redisent que c'est un protocole qui n'est plus à jour et qui a des problèmes de sécurité. Comme on l'avait vu avant, maintenant il est recommandé d'utiliser SFTP ou FTPS, la version sécurisée qui utilise SSH. Donc là, il nous réexplique que en fait, on voit les mots de passe en clair, machin. Voilà. How to use the FTP command. Donc assez simple, FTP avec l'adresse IP derrière. D'accord. Donc là, on va d'abord répondre à la question que Hackthebox nous posait. Quelle est la commande qu'on a besoin de lancer pour obtenir l'aide du client FTP? Donc on a vu que c'était FTP-H. Ici, si on voulait avoir l'aide,
Donc c'est une commande, enfin c'est un argument typique de commande qu'on retrouve souvent, le -h. Alors, il nous explique un peu comment ça fonctionne, on n'a pas besoin de savoir ça. Hop, voilà. Et ensuite, quel est le username qui est utilisé à travers FTP quand on veut se loguer, quand on veut se connecter sans avoir de compte. Ok, là c'est un peu spécial, on voit que c'est un truc qui est vachement long. On aurait pu penser à root, comme la dernière fois, parce que root c'est un compte qui est utilisé, enfin qui est de base sur tous les systèmes Unix. En l'occurrence, là, root, bah, ça correspond pas à ça, on voit que ça termine par un S. Donc ça paraît un peu bizarre. Ce qu'on va faire, déjà, bêtement, on va tenter de se connecter au serveur FTP en utilisant la commande FTP avec l'adresse IP derrière. Donc l'adresse IP, c'était celle-ci, on la récupère. FTP, voilà, donc ok. On voit que on est connecté sur le serveur FTP. Alors, FTP, si on ne précise pas de port derrière, par défaut, il utilise le port 21, qui est le port par défaut de FTP. On voit qu'ici, on a la version de VSFTPD, donc 3.0.3, ce que Nmap avait retourné. Donc là, c'est cohérent. Et ici, on voit devant un 220. 220, on ne sait pas ce que c'est. On pourrait rechercher, par exemple, si on cherche FTP code 220. Donc en fait, 220, qu'est-ce que c'est là? C'est un code de réponse de FTP. Donc en fait, FTP, à chaque fois que vous envoyez une commande sur le serveur, FTP vous répond déjà avec un code de retour et ensuite avec sa réponse. Le code de retour, en fonction du code que vous avez, donc là 220, ça correspond à telle ou telle valeur. C'est-à-dire que si vous recevez un 220, ici, ça veut dire que euh, voilà. 220, ça veut dire que le serveur est prêt à recevoir un nouveau client. Ou alors est prêt à recevoir les demandes du nouveau client. Si on regarde ici, toutes les réponses, les codes de réponse, voilà, par exemple 215, 215, c'est lorsque le client envoie une commande syst, de type système, on a un 215 de retour qui signifie que, ok, il a bien reçu la commande. Alors là, ici, des fois, on peut se demander pourquoi, là c'est un truc un peu transparent, pourquoi il nous reçoit le 220. En fait, FTP, c'est un programme qui, on va dire, automatise un petit peu la connexion de FTP. On pourrait très bien vouloir se connecter en FTP avec Telnet. Donc là, par exemple, si je fais un CTRL-C pour annuler, si je fais un Telnet avec l'adresse IP et que je veux me connecter au port 21, on peut voir que ici, vous voyez, j'ai pas utilisé FTP, j'ai utilisé Telnet, qui est un autre outil pour se connecter à différents ports d'une machine. Donc là, je me suis dit, ok, Telnet sur l'adresse IP machin, sur le port 21. Donc en gros, je vais me connecter à FTP. Et là, on peut voir que j'ai également la même réponse. Là, on voit qu'il nous demande directement un nom d'utilisateur, parce que le programme FTP inclut ça dedans. Mais là, il ne nous le demande pas. Et si par exemple, je rentre test, là, ils nous disent 530. Donc 530, c'est le code retour pour le message d'erreur. Et il nous spécifie, s'il vous plaît, connectez-vous avec user et pass. User et pass, c'est des commandes qu'on doit taper. Si on va chercher sur Google, par exemple, FTP user pass commande. Alors j'ai marqué ouais, voilà, user. Login with FTP. Alors on peut rajouter par exemple Telnet derrière pour pouvoir se connecter manuellement. A simple guide to FTP with Telnet. Donc là, ok. Apparemment, ils vont nous expliquer un petit guide pour se connecter à FTP en utilisant Telnet. Donc là, il fait la même chose, Telnet, machin. Donc en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que là, se connecter en FTP, on doit utiliser la commande user et le mot de passe user. Donc là, on va tester ça, par exemple, user cross. Ok, là, ils nous disent, ok, maintenant spécifie un mot de passe. Donc, passe cross. On va attendre un petit peu, là, normalement, il va mettre un message d'erreur parce que voilà, le login incorrect. Ok, donc j'ai pas réussi à me connecter à ça. Voilà, donc on peut quitter. Alors, Telnet, c'est chiant à chaque fois parce que ça bug. Quit, voilà. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer que FTP, c'est un outil, mais on peut également se connecter, on va dire, de manière plus manuelle avec Telnet en spécifiant le port. Mais en l'occurrence, quand j'utilise Telnet, on doit également utiliser des commandes propres au protocole FTP.
Mais ici, c'est pas le but de la vidéo, c'est juste pour vous montrer qu'il est possible de faire autrement et que vous alliez toujours chercher un petit peu plus loin l'information, comment faire telle ou telle chose. Donc si on retourne avec FTP, donc la commande FTP avec l'adresse IP, il faut que je mette un espace sinon ça va pas fonctionner. Là, il nous demande un username. Par défaut, on peut voir que si on rentre rien, si je fais juste entrer, il va prendre mon user avec lequel je me connecte, qui est Croze. Donc là, si je fais juste entrer, il prend Croze et spécifier un mot de passe, Toto. Donc si je rentre Toto, bah forcément ça va pas passer. Login fail. Donc là, apparemment, on a un shell FTP. Sauf que si on tente de rentrer des commandes, ils nous disent qu'en fait, ok, on doit d'abord se connecter. Donc là, on n'a pas bon. On va on va quitter. Ils nous disent goodbye. Ok, on va tenter de se reconnecter. Le problème, c'est que là, il nous faut un nom d'utilisateur pour nous connecter. Là, il nous disait quel est le nom d'utilisateur qu'on doit utiliser avec FTP pour se connecter sans avoir besoin de compte. On ne connaît pas la réponse. Premier réflexe, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller chercher évidemment sur Google. Donc FTP connect connection without a compte. Donc là, en gros, c'est FTP connexion sans compte. Si on clique, enfin si on recherche cette information, il nous parle de Anonymous FTP. Ok, ça paraît intéressant. Donc FTP Connect, là il y a du Stack Overflow qui est un forum d'informatique qui nous permet, enfin qui permet aux personnes d'envoyer, de poser des questions et d'autres d'y répondre. Bon là en l'occurrence c'est se connecter, c'est sur quoi? C'est quel type de truc? C'est quel langage de programmation? Je sais pas. Socket, ça a l'air d'être du Java. Ça a l'air d'être du Java, donc nous ça ne nous intéresse pas. Donc ça c'est chiant. Anonymous. Bon, on va prendre le premier, Anonymous FTP. Ok, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce côté-là? Alors, what is Anonymous FTP? Ok, Anonymous FTP, c'est une méthode qui permet aux utilisateurs un accès public à des fichiers depuis un serveur distant. Ok. Donc, l'utilisateur doit rentrer Anonymous en tant qu'utilisateur. Et le mot de passe... Ah, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai ouvert un truc qu'il fallait pas, de la pub. Anonymous FTP. Ok, donc là, on sait qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être Anonymous, sauf qu'on n'a pas plus d'informations. Et ce site explique très très mal, je vais pas vous mentir. Du coup, on va chercher Anonymous FTP Connect. Voilà, là on cherche. Donc là, c'est encore un Stack Overflow, le même forum, qui nous dit, quelqu'un qui pose la question, comment je peux me connecter de manière anonyme avec FTP? Donc là, en utilisant Python, machin, il fait ses trucs, on s'en fout. What is Anonymous FTP? Donc là, apparemment, on voit qu'en nom d'utilisateur, il rentre Anonymous. Et en mot de passe, il rentre quelque chose de bizarre. Par contre, en fait, je sais comment faire, mais j'aimerais trouver un site qui vous explique, enfin, qui explique bien le principe de Anonymous Login. Ok, donc là, on a un site qui parle de pentest FTP, en français en plus, donc ok, intéressant. On va voir s'il nous donne des informations un peu plus pertinentes que ce qu'on trouve directement sur Internet. Donc là, je veux parler de FTP en utilisant Anonymous. Voilà, comme login et sans mot de passe. Ok, donc apparemment, on peut se connecter en Anonymous sans avoir besoin de connaître le mot de passe uniquement avec le login. Introduction. Donc là, il nous explique comment installer un serveur SFTP. Et donc là, dans les fichiers de configuration, on pourrait activer l'accès anonyme ou pas. Par défaut, c'est non, mais il faut mettre yes pour pouvoir y avoir accès. Ok. Donc là, il crée un nouvel utilisateur, machin, on s'en fout. Là, il fait toute la configuration. Voilà, donc là, il lance le nmap avec l'option "-a" qui nous donne beaucoup plus d'informations, mais voilà. Donc ici, on voit que il a la même version de SFTP que nous, enfin FTP que nous, la 3.0.3, sur le port 21. Donc là, il a utilisé l'option "-a" de nmap. Option "-a" de nmap, il nous donne beaucoup plus d'informations et il va également utiliser des scripts intégrés à nmap pour essayer de faire différentes actions. Là, ici, il y a un script de nmap qui va essayer de se connecter en mode anonyme par défaut sur les FTP qu'il trouve. Donc là, il nous retourne que, en fait, le fait de se connecter de manière anonyme à FTP est activé. Ok, donc on a cette information-là. Mais si on veut se connecter manuellement, qu'est-ce qu'il nous dit?
il nous dit que il teste la connexion FTP. Pour cela, il tape FTP, login, on met Anonymous et on ne met pas de mot de passe. Ok. Donc déjà, ici, ça a l'air d'être Anonymous. Si on regarde le int, ils nous disent quand votre nom n'est pas connu, vous êtes... Bon, du coup, c'est anonyme, donc Anonymous. On va rentrer la version. Ok. Quelle est la réponse, quel est le code de réponse quand on a le login successful? Donc ici, on va tenter de se connecter. Si on tente avec Anonymous en tant que nom d'utilisateur et qu'on ne rentre aucun mot de passe, donc là je spécifie rien, j'utilise juste entrée, on voit que login successful. Donc j'ai réussi à me connecter. On voit qu'on a un code de retour qui est 230. Donc là, ce qu'il nous demande, c'est code de retour 230. On rentre. Alors évidemment, encore une fois, si on veut avoir des informations, donc là il nous explique un peu ce que c'est que les codes de réponse. Le fameux, par exemple, 404 quand une page sur le web n'est pas trouvée. Donc 230, c'est correct. Avant de continuer, on va juste repasser très vite fait sur notre write-up pour ajouter les informations qu'on a récupérées. Donc, pour se connecter, alors, petite faute de frappe, pour se connecter en anonyme sur un serveur FTP, entre parenthèses, il faut que la connexion anonyme, soit configurée dans le fichier de config du serveur FTP. On utilise l'utilisateur Anonymous sans spécifier de mot de passe. Voilà, donc là on a une information supplémentaire. Également, vous pouvez mettre des liens, encore une fois, réexpliquer que là également j'ai pas mis qu'on pouvait se connecter avec Telnet, mais n'hésitez pas à prendre des notes et à le mettre de votre côté. Les notes c'est vraiment pour vous, c'est vraiment que si vous êtes en mode ok cette information là, bah, de toute façon je la connais déjà, je sais que je vais pas l'oublier, bon peut-être que vous n'avez pas besoin de la mettre, mais si vous trouvez qu'une information est assez compliquée ou une nouvelle information, quelque chose de nouveau que vous n'avez encore jamais vu et que vous êtes susceptible d'oublier, n'hésitez pas à le noter quelque part pour y revenir plusieurs fois dessus pour être sûr que vous allez l'intégrer et voilà, être au courant de la chose. Donc là, on pourrait prendre une capture d'écran de notre connexion. Par exemple, FTP. Petite capture d'écran. Hop, comme ça. Alors, la capture d'écran, je me foire toujours parce que des fois, je prends trop large ou trop court. On met, donc la phone, Anonymous, FTP. Voilà. Parfait. On retourne sur notre ceci, et là, ils nous disent quoi? Ils nous disent, donc là, on a répondu à ça. Ok, donc il y a différentes commandes qu'on peut utiliser pour lister les fichiers et les répertoires qui sont disponibles sur un serveur FTP. Il y en a un qui s'appelle dir, mais quel est l'autre moyen également de lister des fichiers sur un système Linux? Alors si vous êtes au courant, si vous êtes à peu près habitué des systèmes Linux, vous savez que la commande ls, ça permet de lister des fichiers. Donc si on fait un dir ici, ça va nous lister effectivement le contenu du répertoire. Si on fait un help, ça va nous afficher toutes les commandes, enfin toutes les abréviations des commandes qui sont possibles d'utiliser. Donc par exemple ici, toutes les commandes là, si on les tape, elles vont faire quelque chose. Alors elles vont faire quelque chose, oui ou non. Des fois on n'a pas les droits, des fois en fait ça sert à rien. Mais on peut voir que par exemple si on liste ici, on a un ls, et du coup si on fait un ls, on a également les informations qui sont affichées. Là ça va nous lister tout ce qui se situe dans les répertoires. Alors tout, oui et non. En fait, sous Linux, il peut y avoir des répertoires cachés et des fichiers cachés. Je vais vous faire un exemple ici. Alors, vas-y, ouvre-toi. Voilà, parfait. Alors là, je vais créer, par exemple, mkdir test. Donc là, je vais créer un nouveau répertoire qui s'appelle test et je vais aller dedans. Si je fais un ls, j'ai rien dedans. Logique, parce que je viens de le créer, donc effectivement, il n'y a rien dedans. Si je fais, par exemple, un touch file.txt. Donc là, en fait, je vais créer un fichier vide qui s'appelle file.txt. Donc là, en gros, je crée le fichier file.txt. Il ne contient rien, mais on s'en fout. Si je fais un ls, il va afficher file.txt. Jusque-là, tout va bien. Ok. Maintenant, si je fais un touch.file2.txt. Donc en gros, je recrée un fichier que j'appelle .file2.txt. J'exécute ça.
Ok, donc là, ça a créé le fichier .file2.txt, je fais un ls, sauf qu'il apparaît pas. Et là, on est en mode, ok, c'est bizarre, je viens de le créer, il s'appelle .file2.txt, mais il apparaît pas. Pourquoi il apparaît pas? Parce qu'en fait, sous Linux, tout ce qui commence, tous les noms, donc que ce soit répertoire ou fichier, tout ce qui commence avec un point, ça veut dire qu'en gros, c'est un fichier ou un répertoire caché. C'est-à-dire qu'avec une commande ls classique, comme le fichier est caché, on va pas le voir. Par contre, pour lister tous les fichiers, même ceux qui sont cachés, faut faire un ls, rajouter l'option "-a". "-a" qui signifie all, qui signifie bah, affiche-moi absolument tout ce qui se situe dans le répertoire. Et là, si je lance ça, alors hop, si je lance ça, maintenant on voit que j'ai également mon .file2 qui apparaît. Donc là, c'est moche. Ce que je vous conseille d'utiliser, c'est la commande. Alors ls, ça affiche juste comme ça. ls-l pour, je crois que c'est listing, pour afficher les informations de manière un peu plus jolie. Donc ça, là, ça nous donne également plus d'informations. Donc ici, on a les droits sur le fichier. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir à quoi ça correspond. On a les droits d'écriture, de lecture, d'exécution sur le fichier. On a le owner, le groupe, la taille du fichier, quand est-ce qu'il a été créé, et le nom du fichier. Donc, si on fait un ls-la, ça va nous afficher les informations sur tous les fichiers et répertoires qui sont dessus. Donc là, on a notre fichier classique, le fichier caché, mais vous voyez qu'un ls-l, ça ne nous affiche pas le fichier caché. Alors que là, avec un a en plus, ça nous affiche même ceux qui sont cachés. Donc toujours très important, surtout quand vous faites des CTF, de toujours faire un ls-la sur la machine sur laquelle vous êtes pour avoir potentiellement des fichiers qui seraient cachés. Donc là, je fais un rm-rf de test. Hop, j'exprime le répertoire, j'en ai plus besoin. On quitte ça, voilà. Donc là, ici, on peut voir qu'on a notre flag. Donc on peut essayer de faire un ls-là ici. On peut voir que ça va nous afficher deux répertoires supplémentaires. Donc le point qui est le répertoire courant et le point qui est le répertoire parent, donc celui juste au-dessus. Bon là, ici on peut voir qu'on n'a toujours que le flag.txt, donc on n'a pas d'autres fichiers ou dossiers cachés, mais peut-être qu'on aurait pu avoir quelque chose de caché qui nous aurait donné des informations supplémentaires. C'est pas le cas. Donc là, on a fait un ls, c'était la commande qui nous demandait. Donc quelle est la commande autre que dire qu'on peut utiliser également sur les systèmes Linux? ls. Voilà. Ensuite, quelle est la commande pour télécharger un fichier qu'on aurait trouvé sur un serveur FTP? Alors, avant de répondre à ces questions, on retourne ici et on va faire notre petit write-up. Donc, une fois qu'on est connecté, qu'est-ce qu'on peut dire? Une fois connecté, comme sur les systèmes Linux, on peut lister les fichiers et répertoires disponibles. Alors, disponible sur le serveur FTP avec la commande ls. Alors, il est important de toujours utiliser l'option, alors c'est pas ça que je voulais mettre, l'option -a avec ls pour afficher tous les fichiers et répertoires, entre parenthèses, même ceux qui sont cachés, entre parenthèses, en utilisant le point devant le nom du fichier ou répertoire en question. Voilà, donc là je donne beaucoup plus d'informations. Voilà, donc là je me donne la note, ok, ls, machin, ok. Important de noter aussi également, avec l'outil FTP, on peut utiliser la commande help pour lister toutes les commandes accessibles et utilisables. Hop, voilà. Donc là, c'est vous, de votre côté, normalement, le write-up devrait être à peu près identique. Là, je note toutes les informations qui me passent à la tête que je trouve pertinentes de récupérer. Mais bon, chacun est propre de faire, chacun est libre de faire à sa manière. Il n'y a pas vraiment de manière spécifique de faire. La commande là, c'était quelle est la commande utilisée pour télécharger des fichiers. Donc soit on refait un help pour voir les commandes qu'on peut utiliser et peut-être que là dedans, est-ce qu'il y a un download. Donc dans l'idée,
Il n'y a pas de download, donc c'est pas la commande download. Là, si on regarde ici, on voit que c'est une commande en 3 lettres. Commande en 3 lettres, il y a quoi? Il y a LCD, mais ça ne paraît pas être ça. Il y a buy, mais buy, à mon avis, on quitte le truc. Debug, machin, bidule, ok. Il y a get. Ah, get, ça peut être intéressant. Mais on va vérifier quand même sur Internet, par exemple, en cherchant FTP Linux download file. Et là, si on cherche ça, comment utiliser la commande Linux pour uploader et télécharger des fichiers. On va sur ce site, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, machin, donc la première étape, établir une connexion FTP. Donc on va utiliser la commande FTP pour se connecter soit à une adresse IP, soit un domaine, soit un machin, c'est ce qu'on a fait. Donc là, potentiellement, on se connecte en anonyme, avec Anonymous sans mot de passe, ça on l'a fait aussi, on l'a noté. Login successful, donc maintenant on y a accès, ok. Ici, on liste les fichiers et répertoires qui sont disponibles. Donc là, il liste, machin, bidule. Donc lui, on peut voir qu'il a plein de répertoires dedans, on s'en fout. Donc là, il va dans les répertoires. Ah oui, on n'a pas vu ça d'exemple parce que ici, on voyait qu'on n'avait qu'un fichier. Ici, c'est un fichier, ce n'est pas un répertoire. Mais on aurait pu avoir des répertoires et on aurait pu faire exactement comme un système Linux classique, c'est-à-dire faire un CD pour se rendre dans le répertoire en question. Alors, on va voir, est-ce que je peux... là, est-ce que je peux créer un répertoire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une commande qui me permet de créer un répertoire? Ici, on a un mkdir, comme sur Linux, pour créer un répertoire. Donc si je crée mkdir test, permission denied. Donc on peut voir que là, je ne peux pas créer des répertoires. Donc je ne peux pas vous faire l'exemple. Mais si on avait un répertoire, on aurait pu faire par exemple cd test pour aller dans le répertoire qui s'appelle test. On aurait pu également faire cd de point pour revenir plus haut. Donc là, si je fais ls là, je vais pas bouger, je peux pas revenir dans le répertoire parent. Donc ok, apparemment, il n'y a que ici qu'on peut faire. Soit. Et ensuite, downloading files. Before downloading, we should set the local FTP download directory. Ok, donc là, en fait, il nous dit que donc get file, en fait, si on fait un get, ça va télécharger le fichier dans le répertoire courant. Si je fais un exit, donc je quitte, là, mon répertoire courant, c'est cros. Si je fais un ls dedans, on peut voir que j'ai des trucs comme ça qui apparaissent. Et du coup, si je retourne dans mon FTP, Anonymous, que je mets rien, si je fais un ls, donc j'ai mon flag, je fais get flag.txt, hop, voilà, je récupère. Donc là, ça a bien mis transfert complete, machin bidule, c'est bon. Si j'exite et que je refais un ls, on peut voir que là, mon flag est apparu. Ok. Sauf que si je veux spécifier le répertoire dans lequel le fichier va être téléchargé, donc je vais par exemple créer mkdir test. Donc là, si je fais cd test, que je rentre dedans, j'ai rien. Ok. Je retourne à mon truc par défaut. Je refais un ls. Donc là, il y a mon flag.txt. J'ai bien mon test qui est créé ici, qui n'est pas utilisé. Je me reconnecte à mon FTP, Anonymous. Ok, password, je mets rien. Et là, par contre, je vais spécifier le répertoire dans lequel je veux télécharger le get. Enfin, je veux télécharger le fichier. Donc, je vais faire LCD et je spécifie le chemin. Donc, par exemple, moi, c'est home, rose, test. Donc là, local directory, c'est maintenant celui-là. Si je refais mon get de mon flag, flag.txt, donc transfert complete, j'exit. Ça ne l'a pas téléchargé ici, ça c'était l'ancien. On peut voir que je suis toujours dans le cros home. Mais maintenant, si je vais dans mon cd test et que je fais un ls, dedans j'ai mon flag.txt. Pourquoi? Parce que, en fait, ici j'ai spécifié le répertoire dans lequel je dois télécharger le fichier de test. Du coup, test, dedans, il va télécharger le fichier. Ok. Donc là, on a notre information supplémentaire, local, machin, bidule, ok. Pour télécharger plusieurs fichiers, on peut utiliser par exemple le wildcard. Wildcard, en fait, qui est une étoile, qu'est-ce qui signifie? En gros, ça veut dire tout ce qui termine par .xls. Donc là, c'est n'importe quel caractère, voire plusieurs, XLS. Donc dedans, si j'avais par exemple toto.xls, titi.xls, tata.xls et crows.txt, si je fais cette commande-là, ça va télécharger titi.xls, toto.xls, tata.xls, mais ça va ne pas télécharger crows.txt, parce que crows.txt, ça ne termine pas par .xls. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Donc ici, du coup, la commande qu'on avait, c'était get. Ne pas oublier également de rajouter ici dans notre write-up. Donc, pour télécharger un fichier avec FTP, on utilise la commande get
Hop, on va mettre une petite capture d'écran parce que c'est toujours plus joli et plus sympa d'avoir des captures d'écran pour pouvoir se relire. Donc FTP, voilà, get, hop, je vais récupérer ça. Je le pose ici, phone, on va rename, phone, FTP, download file. Ok. Alors là, en l'occurrence, je pourrais mettre également ici aussi, pour spécifier un répertoire dans lequel les téléchargements se font euh, pour FTP, j'utilise la commande LCD, voilà, LCD, suivi du chemin vers mon répertoire. Ok. Et là, on pourrait mettre un exemple aussi, mais bon, je vais pas le mettre parce que la vidéo, elle commence à durer assez longtemps. Ok, on a ça. Maintenant, alors attendez, hop. Maintenant, si on retourne là, donc là on a bon, et bah du coup on doit fournir le flag qu'on a eu. Bon, comme on vient de récupérer un fichier qui s'appelle flag.txt, j'ai juste affiché son contenu, 4flag.txt, et on a bien le flag. Alors attention, là ils nous mettent le dièse derrière, mais on va pas le prendre parce que ça fait pas partie du flag. On va le prendre, on va le mettre, on va le rentrer, flag, et voilà, on a terminé la machine, la deuxième machine qu'on a fait, qui s'appelle phone. Hop, on a notre petit sommaire, comme quoi on l'a bien réussi. Et du coup, prochain épisode, on partira vers Dancing. Et là, on peut voir que ce sera un peu plus spécifique parce que ce sera plus du Linux, ce sera du Windows. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc apparemment, là, il nous parlera de SMB. Donc on verra un petit peu à quoi ça correspond et comment on l'utilise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner si c'est le cas, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.